Donc je vais essayer de vous réveiller avec un peu de lumière, en vous proposant une intervention qui s'appellerait La marche des Lumières, de façon très prétentieuse et ambitieuse, en considérant que la révolution du web est aussi importante que les Lumières du XVIIIe siècle qui ont inventé la révolution, elles-mêmes qui sont l'héritage de l'imprimerie, elles-mêmes l'héritage de l'écriture. À mon avis, on est dans des cycles de cet ordre-là, dont il faut bien mesurer l'ampleur et la portée, et du coup la dimension politique. Alors, je me présente en 2 minutes. Je ne suis pas président du CLEO, mais directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte, parce que le président, ou la présidente en fait, du Conseil scientifique d'Open Edition est Claire Lemercier. Le CLEO, que j'ai l'honneur de diriger, est installé à Marseille, Paris et Lisbonne. Il a pour tutelle l'Université d'Aix-Marseille, l'Université d'Avignon où nous sommes nés, l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS. Donc on est une unité mixte de services depuis un certain nombre d'années. Il fait travailler ensemble les organismes, les universités petites et grandes, les écoles. Et nous sommes également installés à Lisbonne grâce à un financement de la fondation Calouste Gulbenkian qui finance un projet de développement dans le monde lusophone, ce qui n'est qu'une étape dans notre stratégie d'internationalisation. Fondation Calouste Gulbenkian qui tire ses revenus des 5% qu'avait gardé Calouste Gulbenkian des revenus des séchants de pétrole irakiens. Donc vous voyez qu'on est financé pas seulement par le CNRS mais aussi par d'autres économies. Alors en fait notre projet est aujourd'hui regroupé sous le seul nom Open Edition, qui veut dire en français non pas édition ouverte, bien que on puisse le laisser penser, mais tirage illimité, ce qui est un programme bien plus ambitieux. Et je vais vous parler d'abord de ce que je considère être les vertus du libre accès, parce que je trouve que souvent on se pose des questions de tambouille, d'ingénierie, d'opérationnel, et on ne se rappelle pas exactement pourquoi on fait ça, ou pas assez. Et j'en trouve tellement que je pense qu'il faut toutes les énumérer et les préciser, parce qu'on a tendance à focaliser sur l'aspect économique ou bien sur l'aspect citation, qui sont 2 dimensions très importantes, mais pas suffisantes. La principale raison pour laquelle on essaie de développer le libre accès, c'est qu'il ouvre le champ des possibles. Pourquoi ? Parce que les idées sont des graines, et les graines ne fonctionnent pas à l'intérieur de barrières. Je n'ai pas inventé cette métaphore, c'est Larousse qui l'a développée avec le logo « Je sème à tout vent » du XIXe siècle. Et ces graines ne fonctionnent bien que si elles sont à l'intérieur d'un écosystème totalement ouvert. Dans un écosystème fermé, on obtient des graines dans des silos. Alors effectivement, à l'intérieur du silo, on peut avoir des échanges des idées, mais à l'extérieur du silo, il n'y a pas de fertilisation, il y a au contraire stérilisation. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais moi j'ai accès à tel portail commercial, il est en open access chez moi, puisqu'il est en open access dans mon université. » C'est faire croire que l'université résume le monde. En fait, l'université, elle est à l'intérieur de cette barrière, et à l'extérieur de l'université, que se passe-t-il ? Une stérilisation du savoir. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a tendance à penser que... Bon, moi, je procède des SHS, vous l'avez entendu ou compris dans mon intervention tout à l'heure, les sciences humaines et sociales, et certains ont voulu nous expliquer qu'on ne servait pas à grand-chose, qu'on était des dinosaures et qu'on disparaîtrait avec la retraite. Bien. Ce qu'on découvre, c'est que grâce à l'open access, les sciences humaines et sociales, au lieu d'être la dernière des disciplines à laquelle on donne les virgules des budgets nationaux, en fait, est une des premières disciplines au sens de l'intérêt qu'elle suscite auprès de la population mondiale. Et si on le regarde seulement sur les données d'Open Edition, on est en 2012 à près de 30 millions de visites dans l'année, ce qui est absolument prodigieux. Moi, quand j'ai créé Revue.org en 1999, je n'imaginais pas atteindre ce genre de chiffre. Alors même si 50% de ces visites sont peut-être fausses, peut-être qu'on peut considérer qu'il n'y a que 50% de valables, dans ce cas-là, on a quand même 15 millions de visites par an, ce qui reste prodigieux pour des contenus extrêmement spécialisés sur la révolution française, sur le monde arabe, sur l'économie, etc. Alors, autre élément, on a 2 temps pour les articles scientifiques, le temps du fermé, le temps de l'ouvert. Voilà un numéro d'une revue, la revue Mo, qui en 2007 a publié son numéro 88,
et qui a eu dans une première vie payante 540 téléchargements du numéro pendant l'année. Et puis en 2010, cette revue est passée en libre accès et elle a eu 9624 téléchargements, seulement ce numéro. Et en 2011, elle a été toujours en libre accès par chance et elle a eu 4329 téléchargements. J'ai la même chose pour un autre numéro, alors il y a une erreur dans mon affichage, je vous prie de m'en excuser, mais c'est un autre numéro. Même motif, même punition, 2 années d'accès restreint, 416 puis 468 téléchargements, et puis l'année de l'ouverture, 6364 téléchargements du numéro. Donc ça, c'est des chiffres que personne ne donne, et que je vous donne, qui sont des chiffres concernant une discipline qui est peu étudiée au rapport de l'open access, et qui montrent que quand on passe en open access, effectivement, il se passe quelque chose de majeur, un changement d'échelle radical de la visibilité des contenus. Alors j'ai fait cette étude sur une petite dizaine de revues, et chaque fois, on tombe sur un facteur important d'augmentation de la fréquentation, entre 1,28 et 5,47 fois plus de visites, de téléchargements d'un numéro, entre la période pendant laquelle il était protégé et la période pendant laquelle il est ouvert. Et ça, on parle d'articles qui sont vieux, parce qu'ils ont été protégés pendant 2 ou 3 ans, et donc c'est au bout de la 4e année qu'ils commencent à être accessibles, et il y a quand même encore un très grand intérêt. Alors, de facto, certains éditeurs parlent de la demi-vie d'un article scientifique, comme on parle de la demi-vie d'une matière radioactive. Effectivement, la vie et la demi-vie d'un article en SHS dépasse largement les 6 mois ou les 12 mois dont on nous parle. Alors, vous voyez bien que l'open access va changer complètement l'échelle d'attention, de visibilité des articles. L'autre élément que je voulais vous partager, c'est que l'Amérique du Sud a fait le choix du libre accès il y a une dizaine d'années. Elle était très très marginale dans le Web of Science, c'est-à-dire l'endroit où on calcule le facteur d'impact, donc l'endroit où les revues du cœur décrites par Jean-Claude Guédon avec brio au début des années 2000 s'autoréférencent et constituent ce qui est censé être l'ensemble de la recherche mondiale, mais en fait un échantillon minuscule extrêmement commercial et sélectionné historiquement, qui fait qu'il y a 25 revues, Julien me confirmera, 25 revues françaises en sciences humaines et sociales dans le Web of Science, c'est-à-dire autant dire rien. Eh bien, pour casser cette opacité, cette fermeture dans les facteurs d'impact, les revues d'Amérique du Sud ont fait le choix du libre accès. Conséquence, dans le DOAJ, on comptait, dans le Scopus, en 2010, on comptait 73% de revues d'open access qui venaient d'Amérique latine, et puis l'Europe suivait derrière avec 6,9%. Et l'Amérique du Nord, avec 4,9%, était très, très, très loin derrière. Donc, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est une rediscussion du rapport de force entre les continents, entre les langues et entre les acteurs, grâce aux vertus de l'open access. Et j'en veux pour preuve cette courbe d'évaluation de la fréquentation de 2 plateformes, une plateforme en accès restreint, G-Store, et une plateforme en accès ouvert, Cielo, c'est la plateforme brésilienne. Ce que vous voyez sur cette courbe, qui n'est qu'une estimation, mais qui est relativement crédible, c'est que Cielo, à partir de février ou mars 2011, a dépassé G-Store. Le géant américain G-Store, donc quand on pensait inatteignable, en fait, Cielo l'a déboulonné et est plus visible désormais que G-Store. Donc, l'open access, ce n'est pas simplement un changement de paradigme économique, c'est aussi potentiellement une redistribution des cartes dans la géopolitique des sciences. Or, celle-ci étant sclérosée par le Web of Science et d'autres éléments que Jean-Claude Guédon a très bien décrits dans son livre-article qui est en libre accès, on ne peut que se satisfaire de ce mouvement qui permet de rééquilibrer l'état des lieux. Alors, je ne vais pas parler que de moi, donc je vais pas parler d'autres plateformes comme Erudit, comme Cairn qui a une partie de ses contenus en libre accès, comme Percé qui a 100% de ses articles en libre accès et open edition. Nous avons 10 millions de visites par mois. Ces 4 plateformes, j'évalue à 10 millions le nombre de visites par mois de ces 4 plateformes. Donc, comme les Américains du Sud qui sont dominés par, la diplomatie mondiale de la recherche, les SHS dominés par les autres disciplines ont une carte à jouer maintenant, grâce à l'open access. Regardez ça, c'est la carte de fréquentation de revue.org seulement faite par Hervé Théry, un géographe installé au Brésil, qui montre le nombre de
pages consultées par million d'habitants sur chaque pays. Ce que vous voyez, c'est évidemment une forte consultation de la France et du Canada parce qu'il y a le Québec dedans, et des pays francophones, mais aussi plein d'autres pays européens qui ne sont pas francophones, et aussi les États-Unis d'Amérique, et aussi toute l'Amérique du Sud qui consulte énormément revue.org. Donc là aussi, en fait, vous voyez qu'on n'est pas que dans une dualité à discuter, nous, les sciences humaines et sociales avec les sciences dures ou avec les anglophones, mais un monde plurilingue, multilingue se met en place. Cielo, c'est beaucoup de l'espagnol et du brésilien, il y a aussi de l'anglais. Il y a un bouleversement important qui est en train de se produire avec une attention et un intérêt pour nos contenus, franco-français pour le moment, bien au-delà de nos frontières. Pourtant, en sciences humaines et sociales, on publie essentiellement en français, en France. Autre élément, la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, qui est une revue de revue.org depuis presque une décennie, n'était pas en libre accès ces dernières années. Et puis, il s'est produit un événement majeur que vous connaissez, qui est le printemps arabe, très difficile à interpréter, très difficile à comprendre. Et ce qui est arrivé à la REM, c'est qu'ils se sont dit, mais nous, on est des spécialistes de ces mondes, et on n'a pas prédit les printemps arabes, mais en revanche, on a mené tout un tas d'études qui permettent de mieux le comprendre que simplement en allant prendre 3 photos à Damas en passant. Et ils se sont rendus compte que leurs articles étaient protégés par une barre mobile, et ils ont immédiatement libéré tous les articles concernant ce sujet, manuellement. Et c'est ce qui se passe sur cette page-là. Vous avez le monde arabe est actuellement le théâtre de bouleversements politiques et sociaux majeurs. La REM a décidé de mettre en libre accès tel et tel article. Et puis la REM s'est rendu compte que, autant elle savait qu'il y avait un intérêt politique et social très important de la part du lectorat sur ces articles à ce moment-là, autant il y a tout un tas d'autres sujets qui intéressent le voisin, la rentante, qui ne sont pas prédictibles. Et cette revue est désormais en open access. Alors je ne sais pas si le printemps arabe y est pour beaucoup, mais en tout cas, c'est l'idée qu'à tout moment, sans condition, on puisse comprendre le monde grâce aux sciences humaines et sociales qui proposent des grilles de lecture de notre société qui est horriblement complexe, bien plus complexe que tous les systèmes solaires que nous pouvons étudier. Et oui, je le rappelle, il faudrait le savoir. Alors, l'autre élément, Peter Söber, un de nos maîtres à tous, a, dans son beau livre sur l'open access, donné un chiffre très parlant. En 2008, Harvard avait un abonnement à 98 900 revues. Pas mal, Harvard peut mieux faire, c'est pas encore 100 000, c'est un peu faible. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas que 25 000 revues dans le monde, qu'il y a des gens qui croient encore qu'il n'y a que 25 000 revues dans le monde, je ne sais pas ce qu'ils lisent comme information. Et puis il y a une petite université toute pauvre qui s'appelle Yale, qui n'a que 73 900 abonnements à des revues en 2008. Donc vous voyez, il y a une égalité entre une très grande université très riche et puis une petite université très pauvre qui s'appelle Yale. Alors je vais autant vous dire que l'université d'Avignon, dont j'ai été l'étudiant, est en dessous de ce chiffre. Et un des établissements les plus riches d'Inde, l'Indian Institute of Science, n'avait en 2008 que 10 600 abonnements. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de la science dans ces conditions-là d'inégalité d'accès. Et ça, c'est des établissements riches. Je ne parle pas des établissements pauvres, et je ne parle pas encore des gens qui sont hors établissement, parce que pour moi, les gens hors établissement sont plus importants que les gens dans l'établissement. Ça, c'est un problème d'inégalité majeur d'accès à la science. Alors, par ailleurs, ça a été dit, je le redis, la recherche est financée sur fonds publics, donc l'idéal, c'est de la faire circuler le plus possible pour qu'elle revienne au public, qu'elle soit un bien commun. Tout le monde dit qu'il y a un avantage pour les citations, donc je le redis, effectivement, il y a tout un tas d'études qui confirment que dans un certain nombre de disciplines, un article en open access gagne en citation. Aucun problème sur ça. On en a d'autres, une étude d'Anne Gentibecco qui dit la même chose pour la physique. Bref, donc ça on le savait, mais on a des chiffres sur ça. J'aimerais bien en avoir plus pour les SHS, mais on n'en a pas beaucoup. Ce qui m'intéresse plus, c'est le lecteur inattendu. Alors, le lecteur inattendu, c'est par exemple Meredith. Meredith écrit à Phil Bourne, rédacteur en chef de la revue PLOS Computational Biology, un manuscrit très intéressant sur la modélisation des pandémies. J'y connais rien. Je crois à ce que dit Phil Bourne, qui dit que c'était très bon. Et donc, il veut publier cet article. Il se trouve qu'il a l'occasion de rencontrer l'auteur et qu'il découvre que l'auteur fait 4 pommes et pas 25 pommes, puisque cet auteur a 15 ans. Et cet auteur a 15 ans et a pu développer des recherches à la maison grâce à d'abord Wikipédia, puis ensuite aux articles en open access, puis enfin
à des données que le campus lui a donné accès, auxquelles le campus lui a donné accès. C'est le lecteur inattendu, c'est celui qu'on n'avait pas prévu exactement pour le cas de la REM. C'est ce lecteur que nous devons cibler parce que toute l'histoire de l'innovation scientifique, toute l'histoire de la recherche scientifique est faite de hasard et de rencontres inattendues, non prévisibles, et donc c'est pas parce qu'un chercheur vous dit qu'il a besoin de ça et de seulement ça qu'il ne va pas faire une découverte majeure par hasard en tombant sur un document, sur une autre discipline, dans une autre langue, etc. Et ça, on est absolument obligé de favoriser ces rencontres, ces étincelles inattendues, qu'on appelle la sérendipité ou qu'on leur donne d'autres noms. On a un cas très ancien qui est Philippe Ariès, qui était directeur du centre de documentation de l'Institut des fruits et agrumes coloniaux et qui n'a été élu directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales qu'en 1978. Pourtant, il a révolutionné la discipline historique et je me demande où est le Philippe Ariès de demain et à quoi il aura accès si les contenus sont protégés. Parce que, évidemment, on construit sur les épaules des géants à condition d'avoir accès aux contenus produits par nos géants. Et puis, il y a d'autres exemples de lecteurs inattendus, comme les communautés de patients qui deviennent des acteurs de la recherche médicale, au même titre que d'autres acteurs, parce qu'ils ont une connaissance extrêmement fine des maladies rares, parce que s'ils sont touchés par les maladies rares et leurs familles sont intéressées par ces maladies, ils échangent de façon très intensive, ils constituent une expertise sur des forums, ce n'est pas Doctissimo, c'est d'autres forums, qui construisent une matière première scientifique de premier plan. Alors, l'autre élément en faveur de l'open access, c'est le lecteur retrouvé qui est le citoyen. Ce n'est pas seulement le lecteur inattendu qui va produire une nouvelle connaissance scientifique. C'est le citoyen qui va comprendre mieux le monde dans lequel il est inscrit parce qu'il paye des impôts, qui finance des recherches, qui l'aident à comprendre, à voter, à avancer. Et typiquement, le carnet culture et politique arabe sur hypothèse, qui a donné lieu à un livre ensuite, Arabité numérique, est un exemple de citoyenneté scientifique, c'est-à-dire le scientifique qui aide le citoyen en libre accès à comprendre le monde. Alors, je passe sur les détails parce que sinon je vais déborder et mes voisins vont me haïr. Simplement pour... Oui, mais je n'ai pas encore parlé d'open edition, là, c'était juste préliminaire. Donc, simplement pour vous dire que là, sur culture et politique arabe, ce qu'on voit dans ces statistiques sur le mois d'octobre, je crois, c'est qu'il y a énormément de visites qui viennent sur ce carnet, non pas par Google, mais par des liens mail, c'est-à-dire par le bouche à oreille, c'est-à-dire ce qu'on appelle les liens faibles. Pas des choses qu'on avait prévues, que des personnes qui sont au cœur de la recommandation disent qu'il faut lire, mais tiens, tu as vu cet article qui explique ça. Et le bouche à oreille qui est extrêmement puissant, qui produit un certain nombre de succès au cinéma et qui produit aussi un certain nombre de succès scientifiques à condition qu'on soit en libre accès. Alors, la voie dorée, donc je commence. La voie dorée, vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y aurait que les auteurs-payeurs comme modèle. Alors, on va commencer par celui-ci. On l'appelle aussi pay to say. Je trouve que c'est pas mal comme expression. Vous devez payer pour parler. Et si on regarde les prix de PLOS, entre 1 000 et 4 000 $, on a évoqué d'autres modèles, donc je n'entre pas dans le détail. Il y a d'autres modèles. Alors, de temps en temps, ça switch en anglais parce que j'ai fait des présentations à l'étranger ces dernières semaines et je n'ai pas eu le temps de tout retraduire dans un sens puis dans l'autre. Donc, des financements publics. Par exemple, Cielo et Redali. Le Redali qui est le champion mexicain comme Cielo est le champion brésilien. Bon, Cielo a été initialement, si ma mémoire est bonne, financé par l'UNESCO. Et donc, c'est des financements publics qui permettent le développement de plateformes de telle ampleur. Il y a aussi des mécénats, par exemple la revue Sapiens sur revue.org financée par la Fondation Veolia, qu'on en pense du bien ou du mal, en fait c'est un modèle économique aussi. Puis il y a des modèles de souscription de type Ungluit, je vais revenir dessus. Et puis il y a des modèles freemium que nous développons en open edition, et surtout ce que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Sortons-nous de la tête qu'un seul modèle peut financer le gold. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est dangereux. Quelles que soient les vertus de modèle auteur-payeur par ailleurs. Donc, essayons d'explorer différents types de modèles, voyons comment les modèles économiques du web se sont développés, et acceptons qu'une pluralité de modèles puisse se construire. À partir de là, on sera beaucoup plus tranquille. Alors, un exemple. Donc, je vais donner deux exemples, la souscription et puis le freemium. Ungluit est un projet qui a pour objectif de désengluer les livres.
On considère que le livre, qu'il est protégé par une barrière, c'est-à-dire qu'il est en accès restreint, est englué, il est bloqué, il ne peut pas circuler. Unglued dit on va le désengluer. L'éditeur dit ben moi, je suis prêt à libérer mon livre et le mettre en libre accès pour telle somme qui est, disons, le coût que ça représente pour moi. En l'occurrence, ici, Open Book Publishers à Cambridge a dit bon, pour moi, c'est 7 500 $. D'autres diront 15 000. Springer dit qu'il faut 15 000 pour couvrir les frais de publication d'un livre. Je ne discute pas du montant pour le moment, je discute du principe. L'éditeur dit si je reçois 7 500 $ des lecteurs ou des bibliothèques, alors je libère le livre pour toujours. Et Open Book Publishers a obtenu 7 743 $ pour libérer ce livre, et donc ce livre est libéré. Ça, c'est un modèle très intéressant, où on n'est pas dans un système de masse, on est dans un système individuel, où l'acteur, c'est le lecteur, et il dit, mais moi, j'achète le livre, et en même temps, je sais quand je fais une double opération, je l'achète pour moi, et je le donne aux autres. Il y a d'autres modèles qui sont en train de se créer dans ce sens. En Angleterre est en train de se développer un modèle qui s'appelle Knowledge Attached, qui cible plutôt les bibliothèques. Et on imagine bien que si 1000 bibliothèques se donnent chacune 10 € pour libérer un livre, non seulement elles vont l'acquérir, mais en même temps elles auront donné 10 000 €, et donc le livre, il peut être libre. Et même si elles donnaient 15 €, 1000 bibliothèques donnent 15 € pour libérer un livre, ça fait 15 000 €, on est dans le prix de Springer, qui est relativement élevé. On s'en doute un peu. Et donc on est même capable de faire ça. Donc c'est un modèle magnifique. Donc c'est un modèle qu'il faut qu'on tente. Il faut qu'on dégage des marges de manœuvre financières d'autres endroits où de grands oligopoles absorbent nos marges de manœuvre et les investir dans ce type d'opération. Alors, les Anglais pensent que les auteurs devraient payer pour parler. Alors, moi je pense qu'il y a 3 problèmes dans ce modèle. Je ne suis pas contre strictement le modèle auteur-payeur. Je pense que ce modèle a des défauts et qu'il serait très dangereux qu'il soit unique. Alors, d'abord, il est pas tout à fait juste dans la mesure où, évidemment, les disciplines pauvres, les labos pauvres, les chercheurs pauvres, ben, ils ne publieront pas. Ça, c'est un vrai problème. Donc, on va nous dire, on va mettre en place des systèmes de péréquation, bien entendu, et je n'y crois pas. Deuxièmement, ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça ne change pas le rôle de l'éditeur, c'est pas vrai. Ça change le rôle de l'éditeur parce que jusqu'à présent, l'éditeur était payé pour dire non. Il disait non à un certain nombre d'articles, il disait oui à d'autres, il créait de la valeur en créant de la rareté. Là, l'éditeur a intérêt à publier plus pour gagner plus. Vous comprenez bien que ce modèle, il est inflationniste en nombre de publications et en coût. Et puis par ailleurs, dans notre secteur, les sciences humaines et sociales, si proches de la princesse de Clèves, nous n'avons pas d'argent et donc nous ne payerons pas les articles puisque nous n'avons pas d'argent. Moi, je propose quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce qu'on va inventer un modèle plus original et qui ne soit pas ce que je viens de décrire? Est-ce qu'un autre modèle est possible? Pour nous, on peut inventer des modèles en s'inspirant des modèles économiques du web. Le freemium, c'est le deuxième modèle économique du web. Il y en a 2 globalement. Il y a Google qui est financé par la publicité. Il y a Dropbox, Flickr, Skype qui sont des modèles freemium. C'est des modèles très simples où une base très élargie d'utilisateurs utilise les services gratuitement et une base, à l'intérieur de cette base, une minorité, 5, 10, 15%, paye des services premium, payants, et ils financent la totalité. Et les utilisateurs de la base gratuite contribuent à la création de la valeur dans l'environnement. C'est le cas de Dropbox, c'est le cas de Skype, c'est le cas de Flickr. Et je vous rappelle que Skype a été revendu à Microsoft 7 milliards $, c'est-à-dire le PIB de Madagascar. Pour un service gratuit, c'est pas mal. D'accord? Donc le freemium, ça peut rapporter des sous. Alors en édition, ça pose un problème parce qu'on se demande qu'est-ce qui va être premium, qu'est-ce qui ne va pas être premium. Donc si on fait en se disant, sur le contenu, on va enlever des bouts, on obtient ça, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. On enlève les voyelles, on dira je vous vendrai les voyelles, je vous donne les consonnes. Donc ça ne peut pas marcher. Donc sur l'édition, on a beaucoup ralenti le processus de développement d'expérience freemium à cause de ce problème-là. C'est-à-dire je donne le début ou la fin de l'article. Qu'est-ce que j'enlève? On ne peut pas enlever. Bon, par chance, il y a des gens qui ont eu des idées intelligentes. Par exemple, le New York Times, qui a mis en place un modèle freemium qu'il pouvait plus facilement mettre en œuvre parce que c'est vraiment un journal mondial, qui a mis en place un système dans lequel les contenus sont en open access jusqu'au prorata de 10 articles consultés par la même machine dans le mois.
Et ensuite, il y a un modèle de souscription, d'abonnement qui est mis en place. Et ça commence à rapporter plus que les publicités dans le New York Times. Donc ça, c'est intéressant. Et nous, on a proposé un autre modèle, freemium aussi, n'étant pas exactement similaire à celui du New York Times, mais qui est sorti le même mois que le New York Times. Et c'est pour ça qu'on les suit de façon très étroite pour voir comment ça évolue. Et pour le moment, les éléments chiffrés qu'on a réussi à collecter sont très positifs pour l'initiative du New York Times. Alors notre proposition, elle est différente. C'est donner les contenus aux gens et vendre les services aux bibliothèques. Alors, j'ai oublié de dire un point, c'est que l'édition électronique, ça ne fait pas baisser le coût d'édition. Au mieux, ça les stabilise. A priori, ça l'augmente plutôt. Donc, tous les coûts d'évaluation des articles, de correction des articles, de formalisation des articles, d'échange avec tous les experts et avec tous les comités de lecture, avec tous les conseils scientifiques, etc., c'est au moins aussi cher qu'avant. Et en plus, il y a le coût des plateformes qui est quand même relativement complexe dans la mesure où c'est de plus en plus sophistiqué, où à chaque semaine, on nous invente un nouveau format en nous demandant est-ce que vous ne pourriez pas être interopérable avec telle chose? Ah oui, mais c'est selon un autre format avec des nouvelles métadonnées, etc. Donc, le numérique ne nous fait pas vraiment économiser de l'argent. Et par contre, il faut bien qu'on finance l'édition des livres et des articles qu'on veut mettre en libre accès. Donc, nous, on propose de donner le contenu aux gens et de vendre les services aux bibliothèques. Alors, les principaux services, c'est le HTML est en libre accès pour tous, le PDF EPUB et désormais une liseuse que je n'ai pas encore dans ces diaporamas, sont restreints aux bibliothèques qui sont abonnées au service. La version HTML n'est pas protégée, c'est-à-dire on a le droit de l'imprimer, de la copier, de la coller. On n'est pas limité, on peut même l'enregistrer en format PDF si on veut. Et ensuite, pour la partie payante, PDF, EPUB, etc., on n'a pas de DRM, pas de quota. Parce que nos petits amis ont tendance à interdire la consultation du même document par deux personnes en même temps dans la même bibliothèque. Ou d'augmenter les tarifs s'il y a plus de téléchargements. Donc dans les bibliothèques, il y a des quotas et du coup, il y a des grosses affiches disant ne téléchargez pas trop, ça va nous coûter trop cher. Donc on va dans une bibliothèque pour lire, on nous dit ne lisez pas trop, s'il vous plaît. Ou on vous vend des livres chronodégradables. Ce livre, vous arriverez à le lire à partir de lundi jusqu'à vendredi, puis vendredi soir, il va s'autodétruire. Et je ne comprends pas pourquoi on achète des services comme ça, il faut les dénoncer, puis c'est tout. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Alors, voilà, ça se traduit comme ça sur les livres. Ici, vous avez un livre sur National Language Islam, qui est en open access HTML, et puis l'EPUB et le PDF et d'autres formats et d'autres services sont vendus de façon à donner 66% à l'éditeur, nous on garde 34%, pour qu'il puisse publier d'autres livres. Et pas de vacances aux Maldives avec ça. Ah, ensuite, on a d'autres services, je n'entre pas dans les détails des services, d'autant qu'on les fait évoluer qu'en 2014 et 2015, de nouveaux services vont arriver. On a pour ça une branche de recherche et développement très active qui développe de nouveaux services. Et ce sont des services professionnels, certains diraient B2B, c'est-à-dire les bibliothèques nous demandent un service, ce service d'interopérabilité essentiellement de métadonnées, de circulation, enfin d'alerte, on le lui vend. En échange de sa confiance, elle devient un partenaire d'Open Edition, elle finance l'Open Access. Ça permet au chercheur de construire une bibliothèque personnelle dans son disque dur, et ça, le chercheur aime beaucoup. Alors, c'est un peu une métaphore de la bibliothèque qu'il avait dans ses rayonnages, mais c'est aussi une dimension pratique. C'est qu'il est sûr que même si notre serveur est tombé ou dans 10 ans, il ne sait même plus où on habite, nous, il a toujours son fichier. S'il est dans un train, dans un avion, à la campagne, il est en train d'écrire un livre, il s'est isolé pendant 3 mois dans un bunker, il a accès aux données même s'il n'a pas accès à Internet, etc. Donc il construit sa bibliothèque en local. Et ça marche. Alors c'est assez étonnant parce qu'au début, on nous avait dit vous allez vendre du gratuit, non seulement vous galvaudez votre image, mais en plus ça ne va pas marcher, vous n'arriverez jamais à vendre du gratuit. Cette carte, c'est la carte des points abonnés à Open Edition Freemium au bout de la première année d'exercice plein de notre offre commerciale. Alors, je vous concède qu'elle n'est pas truquée, mais qu'elle est à notre faveur, puisque, par exemple, il y a l'AUF qui est dedans. Donc, l'AUF a plein d'implantations sur la planète. Du coup, c'est un seul abonné, mais il y a beaucoup d'implantations. Mais c'est le jeu de la cartographie. Je vous donne les clés, mais
L'idée, c'est qu'on a dépassé les 60 abonnés pour 2013, on monte lentement. On s'est donné jusqu'à 2020, qui est la date de clôture de notre équipement d'excellence pour réussir, donc on a beaucoup de temps. Et à ce moment-là, il faudra qu'on ait rendu l'édition de revues et de livres soutenable par le numérique. Grâce à vous. Et seulement grâce à vous. Alors, ce qu'il faut, là où on en est, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a 100 000 articles en open access, et il y a 6% de nos articles qui ne sont pas en open access. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de réduire cette portion-là. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais il faut surtout arriver à réduire la portion. Alors, comment est-ce qu'on réduit la portion? C'est en convainquant des revues d'abandonner leur moving wall, c'est-à-dire leur barrière mobile dans laquelle seul le papier est disponible, et puis la version électronique, ou bien elle est payante, ou bien elle n'est pas accessible. On a, je ne sais plus combien, Julien serait meilleur que moi sur ça, mais on a 200 revues en open access et 150 avec les barrières mobiles à peu près. Et mon objectif, c'est de conforter celles qui ont fait le choix de l'open access en leur disant, ben voilà, parce que vous êtes en open access, vous avez une grosse visibilité, donc vous avez plus de suggestions d'auteurs, donc vous avez plus de travail de reviewing, on va vous aider financièrement grâce au freemium. Donc restez en open access, vous allez voir, ça va vous rapporter de l'argent. Et puis d'autre part, celles qui ont fait attention en disant, bon, je me protège, je mets une barrière mobile et je m'isole parce que j'ai trop peur de la concurrence que je pourrais me faire moi-même, j'essaie de leur dire, mais venez dans le freemium, au lieu, la gratuité va vous rapporter un peu d'argent. Et donc, pour l'année 2012, on a eu 80 revues qui, en open access, ont décidé de venir dans le freemium. Ça veut dire qu'il y en a une centaine qui ne sont pas encore allés dans le freemium, parce qu'il y en a certains qui disent qu'on vend notre âme et que donc ils ne vont pas nous rejoindre. Très bien. Et 10 revues ont abandonné leur barrière mobile. Et ça, c'est une très grande victoire pour nous. Ces 10 revues, je célèbre leur nom solennellement, collectivement, devant vous. Ces 10 revues avaient une barrière mobile. Elles l'ont abandonné parce que pour venir en Open Access Freemium chez nous, évidemment, il faut abandonner sa barrière mobile. Ces 10 revues, il faut qu'on les encourage à rester en Open Access en leur disant, ben effectivement, ça vous rapporte 50, 500, 5000 euros. Et ça permet de couvrir des frais de traduction, de couvrir les frais de secrétariat d'action, d'expédition, etc. Alors, vous savez comme moi que la recommandation européenne concernant l'open access, puis la semaine dernière du G8, a produit des émois dans le secteur de l'édition, parfois à juste titre, des gens qui s'inquiètent de leur avenir. Donc, nous, on leur a dit, n'ayez pas peur de l'open access. On a publié une tribune dans Le Monde qui défend l'idée que l'open access, ce n'est pas la fin de l'édition, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'édition. Et on a fait du coup cette tribune, puis un site I Love Open Access, qui a recensé aujourd'hui plus de 3000 signatures, dont 150 organisations. Et dans ces 150 organisations, vous noterez, vous regarderez, et il y a toutes les organisations de professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles. Absolument imprédictible, comme quoi l'open access a produit des choses inédites. C'est-à-dire l'élite de la nation, la future élite de la nation, signe cet appel, non pas par grand envolée lyrique, mais parce qu'ils m'ont appelé en me disant « Je ne comprends pas bien comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès aux données payantes sur tel et tel portail. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, M. Tacos ?» Je leur dis votre université est abonnée, il suffit d'avoir les mots de passe qu'on donne à tous les étudiants. « Ah oui, mais nous, on est dans des lycées, vous savez, on est relié à l'université, mais pas si bien que ça. Et donc, du coup, les étudiants ont leur carte en janvier, et le mot de passe, ils l'ont en mai, et puis ils ne savent pas sur quel site ils ont droit. Bref, on est mal connecté à l'université, donc on n'a pas accès aux données. Donc, on est pour l'open access parce qu'on en a trop marre, nos étudiants n'ont accès à rien. C'est-à-dire, nous sommes en train de former une élite ignare. Et oui, s'ils n'ont pas accès à la littérature scientifique la plus récente. Et donc, vous regarderez, les associations de professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles ont largement signé cet appel. Et je ne suis pas allé les chercher. C'est elles qui étaient très énervées par la situation existante. Alors, voilà, maintenant que vous avez compris l'idée générale, si vous avez faim de comprendre le monde, venez nous voir, openedition.org. Ça veut dire tirage limité. On a plein de choses en magasin. On a revue.org qui a plus de 300 revues en ligne, avec de plus en plus de revues étrangères, portugaises, brésiliennes, belges, anglaises aussi, une slovène. Enfin, ça bouge. Calenda avec plus de 20 000 événements. Hypothèse avec plus de 600 carnets de recherche, mais les chiffres sont toujours faux parce qu'on a 5 candidatures par jour. Sur revue.org, on a une candidature par semaine. Sur Calenda, on en a 500 par mois d'événements. Sur Hypothèse, on en a 5 par jour. Et sur Open Edition Books, qui est notre dernière plateforme, on aura en septembre plus de 1000 livres.
Alors, Open Edition Books, c'est notre petit chéri, et c'est notre plus dernière plateforme, et on a regroupé une trentaine de presses universitaires, parfois certains acteurs privés également, qui nous ont rejoints dans un programme de publication de livres en libre accès partiel. Alors, c'était très difficile de convaincre des éditeurs de mettre tous leurs livres en libre accès. C'était presque impossible. Donc, plutôt que d'entrer dans une guerre de religion en leur disant que le libre accès, c'était la seule religion sur laquelle je pouvais croire, on a négocié dans le cadre d'un consortium des éditeurs quelque chose d'équilibré. On est un service public, une infrastructure publique. Donc, nous, on est pour le développement du libre accès. On peut comprendre que les éditeurs soient modérés, inquiets, réservés sur ce mouvement. Et plutôt que de les éjecter, on les a inclus en leur disant « On vous propose une solution dans laquelle vous publierez au moins un livre sur deux en Open Access Freemium. » Au moins un livre sur deux. Donc, au maximum, un livre sur deux peut être en accès exclusif, en vente tout à fait normale sur notre plateforme. En espérant que vous achèterez autant, voire plus de livres en Open Access Freemium, qui les encourageront à dire, au fond, ça rapporte plus d'être en Open Access que non. On verra bien ce que vous ferez. Nous, c'est notre proposition. Alors, cette proposition a eu de bons échos. Dans Le Monde, il y a eu un très long article sur Open Edition Books. Les livres scientifiques ont leur plateforme, et on leur remercie de cette visibilité générale. Et ça, c'est Open Edition Books. Mais on a aussi, parce qu'on les oublie tellement elles sont anciennes, j'ai créé Revue Point en 1999, tout un tas de revues. Ça, c'est une revue canadienne sur les sciences de l'environnement. La revue Afrique, sur l'Afrique, évidemment, genre, sexualité et société, crime, histoire et société. Certaines ne sont pas complètement en open access. Vous avez compris qu'on n'était pas dans une logique doctrinaire, mais plutôt laisser le choix à l'intérieur d'un cadre aux éditeurs qui nous rejoignent. Nous ne devenons pas l'éditeur des revues. Nous ne sommes pas propriétaires des titres. Ça veut dire que le jour où Revue Point commence à faire n'importe quoi, elles s'en iront. Et c'est très bien. Dans le rapport de force qu'on met en place, il faut avoir une séparation des pouvoirs, c'est essentiel. Développement durable et territoire, études photographiques. Enfin, il y a plein de revues magnifiques, intéressantes, passionnantes. Je vous invite à aller les lire. Gradiva, Terrain, qui est un blog. Ça, et ça, c'est des pages d'accueil d'hypothèses avec des billets tout à fait passionnants sur des sujets tout aussi variés que sexy. Voilà, les enfants face au sida, l'Observatoire de la vie politique turque. Aujourd'hui, vous serez mieux informé par l'Ovipot que par LCI, Socio Voce, etc. Donc, voilà, par exemple, on couvre très bien le conflit en Syrie et, à mon avis, on le couvre mieux que d'autres. Combien de temps me reste-t-il ? Il ne me reste pas de temps. Donc, j'avais prévu que si, pour les desserts, s'il me restait du temps, j'allais vous parler de notre recherche et développement, mais je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Simplement pour vous dire qu'on a une branche de recherche et développement qui s'appelle Open Edition Lab, et à laquelle vous pouvez être associé si ça vous intéresse. Le lab produisant à terme des fonctionnalités premium pour conforter le modèle économique qu'on s'est donné. Et je cède la parole à ma voisine et je passe sur tout ça qui est très intéressant, mais je n'avais pas le temps. Juste deux citations de Nelly Kroes, la commissaire européenne à l'agenda numérique. Elle dit, je la traduis, l'information scientifique a trop de valeur pour être enfermée à double clé. Et puis, elle accueillait avec beaucoup de plaisir la décision, l'annonce de la Maison Blanche sur l'Open Access en disant, c'est bon pour les citoyens, c'est bon pour la société et donc c'est bon pour la science.